La pluie martelait les fenêtres de la petite cabane dans les montagnes Bitterroot du Montana. Clint Randall était assis dans son atelier, nettoyant méthodiquement un vieux fusil Winchester qui avait appartenu à son père. À 52 ans, ses mains étaient aussi stables que celles d'un chirurgien, une mémoire musculaire acquise au fil de 27 années d'opération qui n'avait officiellement jamais existé, ses cheveux striés d'argent et son visage buriné, racontant l'histoire d'un homme qui en avait trop vu. Mais ses yeux gris perçants restaient vigilants, toujours en train de calculer. Le téléphone sur son établi sonna, le nom de son fils apparut sur l'écran. « Papa !» La voix de Devon était tendue, maîtrisée. À 24 ans, le jeune homme avait hérité du sang-froid de Clint sous pression. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le nouveau mari de maman? Sa famille? Une pause. Il y a eu un incident au restaurant où je travaille. Les frères de Nelson sont venus, ont cherché des noises. On dit que je les avais manqué de respect au dîner d'anniversaire de maman la semaine dernière. Quand je ne me suis pas levé à leur entrée, la mâchoire de Clint se crispa. Nelson Schroeder, l'avocat du cartel que Doris avait épousé 18 mois après leur divorce, Clint avait fait une vérification de fond dès que Doris l'avait mentionné, découvrant des liens avec le cartel Alvarez, un historique de disparition de témoins et assez d'argent sale pour acheter la moitié de Phoenix. Où es-tu maintenant? À l'hôpital Saint-Anne. Joseph, à Mesa, en Arizona. Papa! Ils ne m'ont pas juste malmené. Herbert et Stanley, les frères de Nelson, ils ont utilisé des battes de manière systématique, comme s'ils voulaient envoyer un message. La voix de Devon se brisa. Les médecins disent que c'est grave, vraiment grave. Clint était déjà en mouvement, sortant son sac d'urgence du placard. J'arrive. Ne parle à personne. Ni à la police, ni à maman. À personne avant que j'arrive. Papa, il y a autre chose. Nelson m'a appelé juste avant qu'il le fasse. Il a dit que je devais apprendre le respect, que les gens qui manquent de respect à la famille Schroeder en paient le prix. 23 ans plus tôt, Clint Randall avait été recruté des forces spéciales de l'armée par une division qui n'apparaissait sur aucun organigramme. Il s'appelait le groupe de tâches. Bien qu'il n'ait aucune désignation officielle, leur mission allait de l'élimination de cellules terroristes dans des pays où les États-Unis ne pouvaient pas opérer officiellement à la récupération d'actifs qui ne pouvaient pas être reconnus publiquement, en passant par la résolution de problèmes de manière à ne laisser aucune trace. Clint avait excellé dans ce domaine. Il était même exceptionnel. Il pouvait devenir n'importe qui. Un marchand d'armes allemand, l'assistant d'un oligarque russe, le conseiller d'un seigneur de guerre soudanais. Il parlait 7 langues couramment, pouvait se fondre dans n'importe quelle culture et avait un don pour lire les gens qui frôlaient le surnaturel. Mais ce travail avait eu un coût, les mensonges, la violence, l'isolement. À la naissance de Devon, Clint avait essayé d'équilibrer les deux mondes. C'était Doris qui lui avait finalement posé l'ultimatum, le boulot ou la famille. Il avait choisi la famille, parti avec un casier vierge et une nouvelle identité dans le Montana. Mais Doris ne lui avait jamais pardonné les années d'absence. Les secrets qu'il ne pouvait pas partager, l'homme qui rentrait à la maison les yeux vides et distants. Le divorce avait été amer, elle avait obtenu la garde exclusive, avait déménagé en Arizona et lui avait interdit tout contact non supervisé jusqu'aux 18 ans de Devon. Puis elle avait épousé Nelson Schroeder et Clint avait observé de loin son ex-femme sombrer dans un monde de voitures de luxe, de vêtements de marque et d'ignorance volontaire sur l'origine de l'argent. Le vol de Missoula à Phoenix dura 4 heures. Clint profita du temps pour activer d'anciens réseaux, appelant des faveurs à des gens qui lui devaient à la vie. À l'atterrissage, il disposait d'un dossier complet sur la famille Schroeder. Nelson Schroeder, 47 ans, était la façade légitime d'un empire criminel, diplômé de Harvard en droit. Spécialisé en droit des affaires internationales, il représentait des clients impliqués dans tout, du trafic de drogue au trafic d'êtres humains. Son bilan judiciaire était impressionnant, 83% d'acquittement. Principalement parce que les témoins avaient l'habitude de disparaître ou de se rétracter. Herbert et Stanley Schroeder étaient les jeunes frères de Nelson, des muscles déguisés en hommes d'affaires. Herbert, 42 ans, gérait une chaîne de garages automobiles qui servirent de couverture à des ateliers de démontage et à des opérations de contrebande. Stanley, 39 ans, possédait plusieurs entreprises de construction utilisées pour blanchir l'argent du cartel. Tous deux avaient des accusations d'agression qui avaient mystérieusement disparu, liées au même schéma. Punir quiconque montrait un manque de respect. La famille Schroeder fonctionnait selon des règles du vieux monde. Le respect était tout, défier leur autorité. Même accidentellement, et on le payait de son sang, l'hôpital Sainte. Joseph sentait l'antiseptique et le désespoir.
Clint trouva la chambre de Devon au 4e étage. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Son fils gisait inconscient, le visage gonflé au-delà de toute reconnaissance. Des tubes sortaient de ses bras. Un ventilateur respirait pour lui. La docteure, une femme à l'air fatigué nommée Dr. Chun, prit Clint à part. Traumatisme crânien sévère. Multiples fractures du crâne. Côte cassée, rate rompue, rotule gauche éclatée. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Dégâts maximaux sans mort immédiate. Elle consulta sa tablette. Nous avons induit un coma pour réduire l'œdème cérébral. Les prochaines 72 heures sont critiques. S'il survit, il aura des mois de kinésithérapie devant lui. Le traumatisme cérébral, nous n'en connaîtrons l'étendue que quand il se réveillera. S'il se réveille, Clint hocha la tête, le visage impassible. À l'intérieur, quelque chose d'ancien et de sans pitié s'éveillait. Doris arriva 1 heure plus tard, ses talons de marque claquant sur le linoléum. Elle avait bien vieilli, ses cheveux auburn coiffés à la perfection, la peau tendue par des traitements coûteux, les diamants à ses doigts pourraient de nourrir une famille pendant 1 an. Quand elle vit Clint, son expression se durcit. « Tu ne devrais pas être ici. Notre fils est dans le coma. Doris, mon fils. » L'accord de garde était clair, sa voix baissa. Nelson gerça par les voies légales. Les voies légales, la voix de Clint était glaciale. « Les frères de ton mari ont fait ça? Il n'y a rien de légal là-dedans ?» Doris détourna le regard, et à cet instant, Clint vit la vérité. Elle savait, peut-être pas les détails, mais elle savait quel genre d'homme elle avait épousé, quel genre de famille elle avait rejoint. C'était un accident. Devon les a provoqués au restaurant. Il ne s'est pas levé assez vite quand ils sont entrés. Clint s'approcha. « C'est ce qu'Herbert a dit à l'hôtesse. Ton beau-fils pensait que mon fils devait s'incliner. La famille Schroeder a certaines traditions. Devon aurait dû les comprendre. Des traditions ?» Clint rit, un son sans humour. « C'est comme ça que tu appelles mettre un jeune de 24 ans dans le coma. » Avant que Doris puisse répondre, son téléphone sonna. Elle répondit, écouta, puis le tendit à Clint. « Nelson veut te parler ?» Clint prit le téléphone et sortit dans le couloir. « Monsieur Randall », la voix de Nelson était suave, confiante, avec une trace d'amusement. « Je comprends que vous soyez contrarié, mais votre fils devait apprendre une précieuse leçon sur le respect. Où sont vos frères ? Herbert et Stanley, ils vont bien ? Merci de demander. Il fait de ça. En fait, on a bien ri de toute la situation. » Le ton de Nelson devint moqueur. « Votre gamin a couiné comme un porc quand Stanley s'est occupé du genou. Très divertissant. » Clint ne dit rien. Sa respiration contrôlée. Chaque mot de Nelson gravé dans sa mémoire. « Voici ce qui va se passer. » poursuivit Nelson. « Vous allez quitter Phoenix, retourner dans le trou d'où vous êtes sorti. Et oubliez tout ça. Parce que si vous essayez de poursuivre ça légalement, criminellement ou de toute autre manière, je vous enterrerai. J'ai les meilleurs avocats du Sud-Ouest. J'ai des juges dans ma poche. J'ai des connexions qui vont plus loin que votre imagination limitée ne peut le concevoir. » Il marqua une pause. « Votre gamin a appris ce qui arrive quand on manque de respect à notre famille. Poursuivez-moi. Je vous défie, putain. » La ligne fut coupée. Clint resta dans le couloir 1 minute entière. Le téléphone toujours à l'oreille. Une infirmière passa, lui lança un regard inquiet. Il lui sourit, le sourire banal d'un père soucieux, et rendit le téléphone à Doris. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda-t-elle. « Rien d'important ?» Ce soir-là, Clint s'installa dans un motel près de l'hôpital. Il s'assit sur le lit, sortit un ordinateur jetable et commença à passer des appels. À Ivan, qui gérait une fabrique d'identité à Prague, à Sarah, qui pouvait accéder à n'importe quelle base de données en Amérique du Nord, à Marcus, spécialiste de la logistique et du nettoyage, à Elena, qui fournissait des armes sans poser de questions. Le groupe de tâches avait peut-être été officiellement dissous, mais le réseau persistait. Des faveurs furent réclamées, des dettes remboursées. À l'aube, Clint avait une analyse complète des opérations de la famille Schroeder, de leur routine quotidienne, de leur vulnérabilité et de leurs péchés. Nelson vivait dans une mansion fortifiée à Paradise Valley, l'un des quartiers les plus riches de Phoenix. Herbert dirigeait son empire automobile depuis un complexe à Tampa. Le quartier général de construction de Stanley était à Scottsdale, attenant à un club privé où les frères se réunissaient chaque jeudi soir. Mais plus important encore, Clint connaissait maintenant leurs secrets. Les comptes offshore, les sociétés écrans, les corps enterrés littéralement sous des chantiers, les témoins disparus. Les procureurs corrompus ou menacés, les frères Schroeder n'étaient pas juste des criminels.
C'étaient ça des monstres qui s'en étaient retirés parce qu'ils étaient assez intelligents pour se cacher derrière des entreprises légitimes et de bons avocats. Nelson Schroeder avait commis une erreur critique. Il pensait que Clint n'était qu'un ex-militaire lambda, une note de bas de page dans le passé de Doris. Il n'avait aucune idée de qui il avait menacé, de ce qu'il avait libéré. Clint sortit un cahier neuf et commença à écrire. Pas un plan, les plans étaient pour les amateurs. Il écrivit une chronologie, une séquence d'événements qui se déroulerait avec une précision mathématique, chaque étape s'appuyant sur la précédente, chaque action conçue pour démanteler l'empire Schroeder pièce par pièce. Il ne les tuerait pas simplement, c'était trop facile, trop rapide. Nelson voulait donner des leçons sur le respect, Clint allait dispenser un cours magistral. Le deuxième jour, Clint rendit à nouveau visite à Devon. Son fils restait inconscient, les machines respirant pour lui, les moniteurs bipant un rythme régulier. Le docteur Chun rapporta une amélioration minimale, l'œdème avait diminué, mais l'activité cérébrale restait inquiétante. Clint s'assit au chevet du lit, tenant la main de Devon. « Je sais que tu m'entends. Feston, je sais que tu te bats. » Il serra doucement. « Je vais arranger ça. Je vais leur faire payer ce qu'ils t'ont fait. Et quand tu te réveilleras, je te raconterai tout. » Il pensait chaque mot. Cet après-midi-là, Clint suivit Herbert Schroeder. Le frère aîné avait un emploi du temps prévisible. Arrivé à son garage principal à 9h, départ à 17h. Arrêt au même bar pour 2 verres, puis route vers l'appartement de sa petite amie à Chandler, la petite amie Ashley Parks. D'après sa boîte aux lettres, avait 26 ans et travaillait comme assistante juridique dans le cabinet de Nelson. Classique. Herbert était négligent, arrogant. Il se garait au même endroit, prenait le même itinéraire, ne vérifiait jamais ses alentours. Pourquoi le ferait-il? Dans son monde, il était intouchable. Clint photographia tout, schéma, faiblesse, opportunité. Stanley était plus prudent, mais pas de beaucoup. Il voyageait avec un garde du corps, un homme au cou épais nommé Ralpho. Il avait l'air dangereux, mais se déplaçait avec la confiance paresseuse de quelqu'un qui n'avait jamais fait signe une vraie menace. Les soirées poker du jeudi de Stanley au club étaient sacrées. Il avait apparemment manqué un récital de sa propre fille pour y assister. Mais c'était Nelson qui fascinait le plus Clint. L'avocat se déplaçait à Phoenix comme un roi, serrant des mains lors d'événements caritatifs, donnant des interviews sur la justice et la communauté, tout en dirigeant l'un des réseaux criminels les plus sophistiqués du Sud-Ouest. Sa mansion avait 6 gardes de sécurité en rotation, des caméras à chaque coin et une panic room capable de résister à une petite armée. Sur le papier, Nelson Schroeder était intouchable. Le papier ne signifiait rien pour Clint Randall. Le 3e jour arriva. 72 heures depuis l'agression, l'état de Devon se stabilisa mais ne s'améliora pas. Le docteur Chun mentionna le mot « végétatif » pour la première fois, et Clint vit l'avenir de son fils s'étirer. Des années dans un centre de soins, le gamin brillant qui voulait enseigner l'histoire, réduit à un corps dans un lit. Ce soir-là, Clint rentra dans sa chambre de motel et ouvrit une mallette métallique récupérée au point de dépôt d'Elenay. À l'intérieur, les outils de son ancien métier, téléphones intraçables, fausses identités, passeports de 6 pays, et quelque chose de spécial. Une seringue remplie d'un liquide incolore qui simulerait une crise cardiaque si parfaitement que même le meilleur légiste ne trouverait rien de suspect. Mais il n'allait pas l'utiliser, pas encore, peut-être pas du tout, parce que Nelson Schroeder méritait pire que la mort. À minuit, Clint passa à l'action. Il se rendit à l'immeuble de la petite amie d'Herbert, crocheta la serrure de la voiture d'Ashley, une Mercedes rouge que Nelson lui avait probablement achetée, et planta un petit dispositif sous le siège conducteur. Pas une bombe, quelque chose de plus subtil. Puis, il se rendit au quartier général de construction de Stanley. Le bâtiment était sombre. La sécurité minimale? Clint neutralisa le système d'alarme en 40 secondes, entra par une porte de service et passa l'heure suivante dans le bureau privé de Stanley. Photographiant chaque dossier, chaque registre, chaque document incriminant, les archives étaient le rêve d'un procureur, compte détaillé de blanchiment d'argent, de corruption et assez de preuves pour envoyer Stanley en prison pour des décennies, mais Clint n'était pas intéressé par la justice légale. Le système avait échoué, Devon. La police avait pris des déclarations mais n'avait procédé à aucune arrestation. Les avocats de Nelson avaient déjà commencé à tisser des récits sur une dispute entre jeunes hommes qui avait dégénéré. Non, Clint rendrait sa propre justice. À 3 heures du matin, il s'assit dans son pick-up devant la mansion de Nelson, étudiant les schémas de sécurité. Les gardes étaient des professionnels, mais ils suivaient une routine. Vérification de la porte nord,
toutes les 20 minutes, balayage de la caméra sud toutes les 15, une fenêtre de 6 minutes existait entre les changements d'équipe où quelqu'un pouvait entrer sans être vu. Quelqu'un avec de l'entraînement, quelqu'un qui n'existait dans aucune base de données, quelqu'un comme Clint Randall. Il démarra le moteur et s'éloigna. Pas encore, les pièces n'étaient pas en place. Mais bientôt, très bientôt, le lendemain matin, Herbert Schröder quitta son garage à midi, inhabituel pour lui. Il se rendit à un entrepôt dans le sud de Phoenix, une zone contrôlée par le cartel Alvarez. Clint le suivit de loin, utilisant des techniques qui le rendaient invisible dans la circulation. Herbert rencontra 3 hommes, des lieutenants du cartel, à leur allure, et aux armes à peine dissimulées sous leur veste. Ils parlèrent 30 minutes, échangèrent une mallette, puis se séparèrent à des noms. Herbert semblait satisfait en repartant. Clint suivit plutôt les hommes du cartel. Ils le menèrent à un centre de distribution, une entreprise de camionnage légitime qui servait de couverture à des expéditions de drogue. Il photographia tout, notant les visages, les plaques d'immatriculation, les horaires. Les pièces se mettaient en place. Cet après-midi-là, le garde du corps de Stanley, Ralpho, s'arrêta à une salle de sport à Scottsdale. Il s'entraîna 90 minutes, prit une douche et sortit. Clint l'approcha sur le parking, se déplaçant vite et silencieusement. « Ralpho, il faut qu'on parle. » Ralpho pivota, la main allant vers l'arme à sa ceinture. Mais Clint fut plus rapide. Il frappa une fois, un coup précis à la gorge qui laissa Ralpho haletant, puis balaya ses jambes. Le grand homme heurta le bitume violemment. « Votre patron, Stanley Schröder, vous paie 51 240 € par an pour rester là et avoir l'air menaçant. » dit calmement Clint. « Je sais pour votre fille. Cecilia, 9 ans, qui vit avec votre ex-femme à Tucson. Les factures médicales s'accumulent pour ses traitements contre la leucémie. Vous êtes noyé dans les dettes. » Les yeux de Ralpho s'écarquillèrent. « Comment vous... Je sais tout. Maintenant, voici ce qui va se passer ce soir. Vous allez être malade ? Intoxication alimentaire. Impossible de travailler. Stanley sera sans son ombre pour la première fois depuis des mois. Clint s'accroupit. Faites ça et 170 800 € apparaissent sur un compte. Assez pour les traitements de Cecilia, assez pour recommencer ailleurs en sécurité. Et si je refuse ? Alors je dis à Stanley pour les 42 700 € que vous avez détourné de sa caisse noire ces 2 dernières années. Son frère Herbert gère ce genre de choses avec un chalumeau et des pinces. La voix de Clint était factuelle. À vous de choisir. Aidez-moi. Devenez riche et sauvez votre fille. Ou restez loyal à un homme qui vous tuerait sans y penser à 2 fois. Ralpho le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. Intoxication alimentaire. Ce soir, homme intelligent. Clint l'aida à se relever, lui tendit un numéro de téléphone écrit sur une carte. Appelez ce numéro à 18 heures précises. Confirmez que vous êtes out. N'avertissez pas Stanley. Ne contactez personne d'autre. Faites juste l'appel et disparaissez 48 heures. Puis vérifiez votre compte. Il s'éloigna, laissant Ralpho serrer la carte comme une bouée de sauvetage. Le soir arriva. Les moniteurs de Devon continuaient leur bip régulier, l'activité cérébrale montrant de légères améliorations, mais rien de définitif. Doris visita brièvement, son malaise palpable. Elle ne mentionna pas Nelson ni ses frères, mais elle semblait fatiguée, plus âgée que son âge. « Je n'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça », dit-elle doucement, fixant leur fils. « Quand j'ai épousé Nelson, il m'a promis la sécurité, le confort, une belle vie. C'est ça que tu voulais ?» demanda Clint. « Cette vie, leur argent taché de sang, je voulais compter, être importante. » Sa voix se brisa. « Tu étais toujours parti, toujours en mission dont tu ne pouvais pas parler. J'étais invisible. Nelson m'a rendu visible. À quel prix ?» Doris ne répondit pas. Elle partit sans dire au revoir. À 18 heures précises, le téléphone jetable de Clint sonna. La voix de Ralpho, intoxication alimentaire. « J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Stanley est furieux, mais il y va seul. Bien, l'argent sera sur votre compte à minuit. Disparaissez. Merci. » Il raccrocha et passa 3 appels de plus. À Marcus, qui confirma que l'équipement était prêt, à Sarah, qui avait piraté le système de sécurité de Stanley, à Helena, qui fournit les coordonnées finales, puis il s'habilla en noir, chargea son matériel dans une fourgonnette anonyme et se rendit à Scottsdale. Jeudi soir, soir de poker. Stanley Schröder suivrait sa routine. Arrogant et sans protection, et Clint Randall l'attendrait. Le club était chic, discrète. Le genre d'endroit où des hommes puissants concluaient des affaires autour de cigares et de cartes. Stanley arriva à 20 heures précises. Garant son Range Rover sur le parking privé derrière le bâtiment, il regarda autour de lui une fois, un contrôle sommaire,
puis entra. Clint attendit 2 heures. Il savait que la partie durerait au moins jusqu'à 23 heures. Le schéma de Stanley était immuable. Le parking était vide, sauf 5 véhicules appartenant aux autres joueurs. La sécurité était minimale, juste des caméras que Sarah avait mises en boucle 40 minutes plus tôt. À 22h45, la porte arrière s'ouvrit. 2 hommes sortirent, riantes, ivres. Pas Stanley? Ils partirent, laissant 3 voitures. À 23h20, un autre homme sortit, puis un autre à 23h35. Stanley émergea à 23h50 seul, comptant de l'argent avec un sourire satisfait. Il avait gagné gros ce soir. Ce serait sa dernière victoire. Clint sortit des ombres alors que Stanley atteignait son Range Rover, silencieux, efficace. Un fantôme incarné, il appuya le taser sur le cou de Stanley avant que l'homme puisse réagir. 50 000 volts le firent tomber comme une marionnette aux fils coupés. Stanley convulsa, puis devint mou. Clint attacha ses poignets et chevilles avec des colliers de serrage, le bâillonna avec efficacité professionnelle et le traîna dans la fourgonnette. Toute l'opération prit 40 secondes. Marcus conduisait. Il quitta le parking calmement, respectant chaque code de la route. Juste un autre véhicule commercial un jeudi soir. À l'arrière, Stanley commença à se réveiller, les yeux roulants de panique. Clint l'observa avec un détachement clinique. « Ne luttez pas, vous ne ferez que vous blesser. » Il sortit une seringue, quelque chose pour garder Stanley gérable mais conscient. « Nous avons une longue nuit devant nous. » Ils se rendirent à un entrepôt à Guadalupe, l'un des coins oubliés de Phoenix. Le bâtiment était abandonné depuis des années. Pas de voisins, pas de témoins. À l'intérieur, Clint avait préparé une pièce, insonorisée, isolée. Un espace où les cris n'importaient pas. Il traîna Stanley à l'intérieur et l'attacha à une chaise boulonnée au sol, puis il retira le bâillon. Stanley cracha du sang, les yeux fous. « Vous avez idée de qui je suis? De qui est mon frère? Vous êtes mort? Vous êtes putain de mort. Votre frère Nelson sait exactement qui je suis maintenant, » dit calmement Clint. Il ne comprend simplement pas ce que ça signifie. Pas encore. Il leva son téléphone, montrant à Stanley une photo de l'entrepôt d'Herbert prise plus tôt. Votre frère Herbert mène actuellement des affaires avec le cartel sans autorisation des hauts dirigeants de la famille Alvarez. J'ai des photos, des enregistrements, des preuves qu'il écume des profits. Les leaders du cartel s'intéressent de beaucoup aux gens qui les volent. Le visage de Stanley pâlit. Vous mentez. À l'aube, Herbert aura disparu. Le cartel pensera qu'il s'est enfui avec leur argent. Ils le traqueront, ils le trouveront. La voix de Clint était dénuée d'émotion, et quand ils le feront parler. Il balancera tout, vos opérations, les clients de Nelson, tout. Vous ne pouvez pas. Déjà fait. Herbert est en train d'être ramassé en ce moment par des hommes qui pensent que vous les avez trahis. Clint se pencha plus près. Votre petit frère est sur le point d'apprendre ce qui arrive quand on double un cartel. Ça ne sera pas joli. Stanley se débattit contre ses liens. Nelson vous arrêtera. Nelson est actuellement inconscient dans sa panic room. Grenade à gaz par le système de ventilation. Très efficace. Il se réveillera dans environ 6 heures, confus et seul, se demandant pourquoi son équipe de sécurité n'a pas répondu. C'est parce qu'ils reçoivent tous des offres d'emploi lucratives de concurrents. Des offres conditionnées à ce qu'ils partent ce soir et oublient qu'ils n'ont jamais travaillé pour Nelson Schroeder. La couleur quitta complètement le visage de Stanley. Votre empire s'effondre. Stanley, en ce moment même, tout ce que vous avez construit, tous ceux que vous avez terrorisés, tout s'écroule. Et vous avez une place au premier rang ? Clint consulta sa montre. Dans 30 minutes, votre quartier général de construction subira un incendie électrique catastrophique. Le système de suppression dysfonctionnera. Chaque dossier, chaque registre, chaque archive disparue. L'assurance enquêtera et trouvera des preuves d'incendie criminel. Ce qui annule votre police, vous serez ruiné financièrement avant le lever du soleil. Pourquoi ? La voix de Stanley se brisa. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Vous avez mis mon fils dans le coma. Devon Randall, 24 ans, professeur d'histoire, n'a jamais fait de mal à personne. Vous l'avez battu avec des battes parce qu'il ne s'est pas levé assez vite pour votre ego. Les yeux de Stanley s'écarquillèrent de reconnaissance et de terreur. On lui apprenait juste le respect, le respect. Le rire de Clint était froid. Laissez-moi vous apprendre le respect. Pendant 27 ans, j'ai été un fantôme. J'éliminais des problèmes pour les gens qui dirigent ce pays. Terroristes, criminels de guerre, menaces qui devaient disparaître sans procès, ni question. J'ai tué 43 personnes dans ma carrière. Stanley, 43. Chacune le méritait plus que votre prochain souffle. Il sortit une photo de Devon à l'hôpital, tubes et machines le maintenant en vie. Ça,
c'est le respect, protéger son enfant, être prêt à brûler le monde pour lui. Il rangea la photo. Vous et vos frères pensiez être des monstres. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes des enfants gâtés jouant au pouvoir. Et ce soir, vous rencontrez un vrai monstre. Stanley commença à sangloter, la façade de dureté s'évaporant. S'il vous plaît, je suis désolé. On a fait une erreur. Je vais arranger ça. Vous ne ferez rien. Clint se leva. Parce que vous allez quelque part de spécial, quelque part où votre argent et votre nom ne signifient rien, quelque part où le génie juridique de votre frère ne peut pas vous aider. Il injecta un sédatif à Stanley, regardant les yeux de l'homme rouler alors que l'inconscience l'emportait. Marcus apparut dans l'embrasure. Herbert est sécurisé. Le cartel a mordu à l'hameçon. Ils l'ont dans un lieu secondaire, l'interrogeant sur l'argent manquant, et le gaz a parfaitement fonctionné sur Nelson. Il est KO dans sa panic room. La mention est vide. L'équipe de sécurité a pris le paiement et a disparu. D'ici le matin, tous les actifs de Nelson seront gelés. Ses comptes signalés pour enquête par les autorités fédérales grâce à ces documents du bureau de Stanley. Bien, Clint baissa les yeux sur la forme inconsciente de Stanley. Chargez-le, il est temps que les frères Schroeder apprennent ce qu'est l'enfer. L'entrepôt de Guadalupe avait une pièce secondaire plus profonde dans le bâtiment. Clint avait passé 2 jours à la préparer, pas de fenêtre, pas d'échappatoire, insonorisation si complète qu'un coup de feu sonnerait comme un murmure dehors. Il avait aussi installé quelque chose de spécial. Un flux vidéo en direct, des caméras avec vision nocturne, des micros captant chaque son. Le flux était transmis à 3 endroits, un serveur contrôlé par Marcus, une clé USB que Clint gardait sur lui, et directement sur le téléphone de Nelson. Quand Nelson se réveillerait, il verrait tout. Herbert arriva 1 heure plus tard, contusionné et saignant. Le cartel l'avait travaillé, extrayant des confessions sur des opérations qu'Herbert n'avait jamais menées. Marcus leur avait fourni de fausses informations, les convainquant qu'Herbert était un traître. Et ils avaient répondu avec une violence prévisible. « Il est brisé », rapporta Marcus. Il n'arrêtait pas de radoter sur son frère Nelson, sur des avocats qui pouvaient arranger ça. Les gars du cartel se sont moqués de lui. « Amenez-le ». Ils attachèrent Herbert à côté de Stanley, les 2 frères ligotés à des chaises renforcées. Clint attendit qu'il se réveille naturellement. Il voulait qu'il soit pleinement conscient. Pour la suite, à 4 heures du matin, Herbert remua le premier. Gémissant, son œil gauche était gonflé et fermé, ses lèvres fendues, des dents manquantes. Le cartel avait apprécié son travail. « Stanley !» La voix d'Herbert était pâteuse. « Stanley !» Ou « Juste ici !» « Frère !» La voix de Stanley était rauque. « Défaite. On est foutu, complètement foutu. Qu'est-ce que tu... » Herbert se concentra sur Clint dans l'ombre. « C'est qui ce type ?»« Clint Randall, le père de Devon. » La compréhension se fit jour, suivie de la terreur. « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Non !» Si Clint s'avança, « Votre frère Nelson m'a appelé il y a 3 jours. Il a ri de ce que vous avez fait à mon fils. M'a dit de le poursuivre. Que je ne pouvais pas l'atteindre. Il avait tort. Écoutez, on peut vous payer ce que vous voulez. Os d'un pesage teretizino. Et no sedmato centesinero. Dites votre prix. Mon fils est dans le coma. Il pourrait ne jamais se réveiller. S'il le fait, les médecins disent qu'il aura besoin d'années de thérapie. Il pourrait ne plus être le même. Il n'y a pas de prix pour ça. But aucune somme d'argent ne répare ça. Stanley reprit la parole. Vous avez déjà gagné. Vous avez détruit nos affaires. Retournez le cartel contre nous. Vous nous avez battus. S'il vous plaît, laissez-nous partir. On disparaîtra. Vous ne nous reverrez jamais. Clint y réfléchit, puis secoua la tête. Non, parce que le mois prochain, l'année prochaine, vous reconstruiriez, vous achèteriez votre sortie, corrompriez des juges, intimideriez des témoins, vous recommenceriez à terroriser les gens, à blesser quiconque ne montre pas le respect dû, le cycle continuerait. Il sortit un couteau, et les 2 frères tressaillirent, mais Clint coupa simplement un morceau de corde, testant sa solidité. « Je pourrais vous tuer, facile ? Rapide. Mais c'est de la miséricorde que vous n'avez pas montré à Devon quand vous l'avez battu avec des battes. » Il posa le couteau. « Au lieu de ça, je vous livre à des gens qui vous haïssent bien plus que moi. Des gens que vous avez lésés, trompés, terrorisés, les familles des témoins disparus, les travailleurs que vous avez exploités, les communautés que vous avez détruites avec vos drogues et votre violence. Le visage d'Herbert blêmi, vous ne pouvez pas. Je peux, j'ai des adresses, des noms, des preuves de ce que vous avez fait. Le cartel pense que vous les avez trahis. Les familles de vos victimes pensent que vous êtes responsable de leur souffrance. À l'aube, ils sauront tous où vous trouver.
C'est du meurtre » hurla Stanley. « Vous allez nous faire assassiner. »« Non, je vais vous faire juger par les gens dont vous avez ruiné la vie, ce qu'ils décident de vous faire. C'est la justice, la vraie justice, pas celle achetée et payée que Nelson maîtrise. » Clint se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Oh ! Et pour votre frère Nelson, il va bientôt se réveiller. Seul, tout ce qu'il a construit parti, ses frères disparus, sa mention en cendres, sa réputation détruite. Et il recevra un flux vidéo montrant exactement ce qui vous arrive. Chaque moment, chaque seconde, il regardera et saura qu'il ne peut pas l'arrêter, ne peut pas vous sauver, ne peut rien faire d'autre que souffrir. S'il vous plaît, sanglota Herbert, s'il vous plaît, on est désolé. On a fait une erreur, on fera n'importe quoi. Vous avez raison, vous avez fait une erreur, vous avez blessé mon fils, et maintenant, vous en payez le prix. » Clint sortit de la pièce. Derrière lui, les frères hurlaient pour de la miséricorde, leur voix résonnant dans l'espace insonorisé où personne ne pouvait les entendre. Marcus attendait près de la fourgonnette. Les familles ont été contactées, elles seront là dans l'heure. Que voulez-vous que je fasse ? Donnez-leur accès, laissez-les rendre leur justice. Enregistrez tout pour Nelson. Clint monta dans la fourgonnette, puis disparaissait. Nouvelle identité, nouvelle vie. Prenez l'argent dont on a parlé et quittez Phoenix. Et vous, j'ai encore un arrêt à faire. Nelson Schroeder se réveilla dans l'obscurité, la tête lancinante, la gorge brûlante. Il essaya de bouger et se trouva sur un sol froid, les mains attachées derrière le dos. La panique l'envahit alors que les souvenirs revenaient, le gaz emplissant sa panic room, son équipe de sécurité ne répondant pas, le sentiment d'impuissance alors que la conscience s'évanouissait. « Allô ?» Sa voix résonna dans l'espace vide. « Il y a quelqu'un ?» Les lumières s'allumèrent soudain, l'aveuglant. Alors que ses yeux s'adaptaient, Nelson réalisa qu'il n'était plus dans sa panic room. C'était ailleurs, un sous-sol, murs en béton, pas de fenêtre. Industriel, et assis en face de lui, calme comme la mort, Clint Randall, bienvenue de retour, Nelson. L'esprit de Nelson s'emballa, sa formation juridique prenant le dessus malgré la terreur. Ce que vous prévoyez, c'est un crime fédéral. Enlèvement au-delà des frontières d'État. On est encore à Phoenix, et je me fous des crimes fédéraux. Mes avocats me trouveront. Mon équipe de sécurité. Votre équipe de sécurité est au Mexique avec de nouvelles identités et 170 800 € chacun. Ils ne vous chercheront pas. Clint leva un téléphone. Vos avocats sont actuellement perquisitionnés par le FBI sur la base de documents que j'ai fournis montrant leur implication dans la manipulation de témoins et le blanchiment d'argent. Ils risquent la radiation au minimum, des accusations fédérales au pire. Personne ne viendra vous aider. Nelson. L'arrogance soigneusement construite commença à se fissurer. Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent ? J'ai des comptes offshore ? J'ai laisse. Tous ? L'IRS a reçu des informations détaillées sur vos crimes financiers. À l'heure qu'il est, les agents fédéraux passent au peigne fin chaque compte, chaque société écran, chaque actif caché. Vous êtes ruinant. Nelson, complètement et totalement ruiné. La respiration de Nelson devint courte. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas juste... Je l'ai déjà fait ? Clint tapa l'écran du téléphone. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Un flux vidéo apparut, granuleux mais clair. Herbert et Stanley attachés à des chaises, entourés de gens que Nelson reconnaissait, des familles de témoins disparus, travailleurs exploités par ses frères, rivaux détruits. Les gens semblaient en colère, vengeurs, tenant des armes improvisées. « Non, 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 non !» Nelson bondit en avant. Mais Clint le repoussa facilement. « Vos frères reçoivent la justice. La vraie justice des gens qu'ils ont blessés. Vous ne pouvez pas faire ça ? C'est du meurtre. Vraiment, je ne les touche pas. J'ai simplement fourni des informations à des parties intéressées sur l'endroit où trouver vos frères. Ce que ces parties choisissent de faire, c'est leur affaire. » La voix de Clint était clinique. « Tout comme vous avez fourni des informations à vos frères sur l'endroit où travaillait mon fils, l'heure à laquelle il partait, la meilleure façon de le coincer seul. Vous n'avez pas manié les battes, mais vous êtes tout aussi coupable. » Nelson regarda l'écran, l'horreur montant alors que les familles avancèrent sur ses frères. Herbert hurlait. Stanley priait, tous deux suppliant pour une miséricorde qu'ils n'avaient jamais accordée à leurs victimes. « Éteignez ça, » murmura Nelson. « S'il vous plaît, éteignez ça. Non, vous allez regarder chaque seconde. Et quand ce sera fini, vous penserez à mon fils allongé dans un lit d'hôpital dans le coma, des tubes respirant pour lui. Des machines le maintenant en vie. Vous penserez à l'appel que vous m'avez passé, riant de ce que vos frères ont fait, et vous comprendrez qu'il y a des conséquences
de vraies conséquences pour les gens comme vous. « Je vous donnerai n'importe quoi !» supplia Nelson, les larmes coulant sur son visage. « Tout ce que j'ai, mes connexions, mes clients, tout. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Tout ce que vous avez est déjà parti. Votre mention a brûlé il y a 1 heure, incendie électrique parti de la panic room quand vous avez déclenché le système de gaz. Tout l'endroit a flambé. Votre femme, mon ex-femme Doris, s'en est sortie avec les vêtements sur le dos et rien d'autre. Elle est dans un hôtel, ruinée et terrifiée. Réalisant que épouser un monstre a des conséquences, Clint se pencha tout près, sa voix tombant à un murmure. « Vous m'avez dit que les avocats ne pouvaient pas m'aider. Vous aviez raison, mais les avocats ne peuvent pas vous aider non plus. Nelson. Pas là où vous allez ?» Le flux vidéo continua. Les sons de la punition d'Herbert et Stanley emplissant l'espace réduit. Nelson ne pouvait pas détourner le regard, forcé de assister à la destruction de ses frères, de sa famille, de son empire. Des heures passèrent. Le soleil se leva quelque part au-dessus d'eux, Phoenix s'éveillant aux nouvelles de l'incendie de la mansion Schroeder, de disparitions, de raids fédéraux sur des cabinets d'avocats. Quand ce fut enfin fini, quand le flux vidéo s'éteignit, Nelson s'assit brisé et vide. Ses frères étaient en partie, tout ce qu'il avait construit était détruit. Il était ruiné. Clint se leva et marcha vers la porte. « Qu'est-ce que vous allez me faire ?» demanda Nelson. Sa voix à peine audible. « Je vais vous laisser vivre », dit Clint, « mais pas comme avant. Voyez, le cartel pour lequel vos frères travaillaient, ils pensent que vous avez piégé Herbert, volé leur argent, détruit leur réseau de distribution. Ils sont très intéressés à vous parler ici. Ils me tueront, probablement, mais c'est entre vous et eux. » Clint ouvrit la porte, révélant Marcus et 2 hommes portant les couleurs du cartel. « Messieurs, il est à vous ?» Comme promis. Les hurlements de Nelson suivirent Clint hors du bâtiment. 2 semaines plus tard, Clint était assis au chevet de Devon à l'hôpital. Les moniteurs montraient des améliorations. Activité cérébrale plus forte. Plus de réactivité aux stimuli. Le docteur Shun était prudemment optimiste quant à un rétablissement. Bien que l'étendue reste incertaine, l'œdème a presque disparu, expliqua le docteur Shun. Nous allons essayer de réduire la sédation demain. Si l'activité cérébrale continue de s'améliorer, nous pourrions le voir se réveiller dans les jours qui viennent. Clint tenait la main de son fils. « Tu as entendu ça, Feston ? Tu vas t'en sortir ?» Les doigts de Devon tressaillirent légèrement. C'était le meilleur signe que Clint avait vu depuis des semaines. Les nouvelles rapportaient largement l'effondrement de la famille Schroeder. Les corps d'Herbert et Stanley avaient été trouvés dans le désert. Victime de ce que la police appelait une violence de cartel, Nelson Schroeder avait disparu. Vu pour la dernière fois sur des images de surveillance emmenées par des hommes inconnus d'un lieu dans le sud de Phoenix, les enquêteurs fédéraux poursuivaient des accusations liées au blanchiment d'argent, à la manipulation de témoins et à des liens avec le crime organisé. Doris visitait Devon quotidiennement maintenant, privée de ses vêtements de marque et de ses bijoux, vivant dans un appartement modeste financé par Clint. Elle ne posait pas de questions sur ce qui s'était passé, ne mentionnait pas Nelson ni ses frères. La vérité se lisait dans ses yeux. Elle savait que son mari s'était détruit lui-même, que le karma avait frappé, que épouser dans la famille Schroeder lui avait coûté tout. « Merci, » dit-elle à Clint un après-midi, « de m'avoir laissé survivre à ça. Tu es la mère de Devon, il a besoin de toi. » La voix de Clint était mesurée. « Ce que Nelson et ses frères ont fait, c'est sur eux. Tu as été stupide, Doris, mais pas maléfique. Il y a une différence ?» Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis désolé pour tout. Pour ne pas t'avoir cru à leur sujet, pour avoir choisi l'argent plutôt que la morale, sois juste là pour notre fils. C'est tout ce qui compte maintenant. » 3 jours plus tard, les yeux de Devon s'ouvrirent, confus au début, désorientés, mais vivants et conscients. Les médecins firent des tests, évaluèrent ses fonctions cognitives et délivrèrent une nouvelle miraculeuse. Les dommages cérébraux étaient minimes. Avec de la thérapie, il se rétablirait complètement. « Papa !» La voix de Devon était faible mais claire. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Clint sourit, le premier vrai sourire depuis des semaines. « Tu as eu un accident ? Mais tu vas t'en sortir. Tu vas bien aller. Les Schroeder, Herbert et Stanley, ils sont partis... » Feston. « Ils ne peuvent plus te faire de mal. Ils ne peuvent plus faire de mal à personne. » Devon étudia le visage de son père, et à cet instant, une compréhension passa entre eux, la vérité non dite de ce que Clint avait fait, le prix qu'il avait extrait, la justice qu'il avait rendue. « C'est fini ?» demanda Devon. « C'est fini ?» 6 mois plus tard, Clint rentra dans sa cabane au Montana. Devon était complètement rétabli.
de retour à l'enseignement de l'histoire, prévoyant de témoigner lors d'audiences fédérales sur les opérations du cartel, alors que de nouvelles enquêtes révélaient l'ampleur complète des crimes de l'Empire Schröder. Doris avait reconstruit sa vie modestement, prenant un emploi d'assistante juridique dans un cabinet légitime, suivant une thérapie, travaillant à comprendre comment elle s'était égarée. Elle et Clint maintenaient une relation cordiale, unis par le rétablissement de leur fils. Marcus avait disparu dans une nouvelle identité, vivant tranquillement quelque part sur la côte californienne. Elena, Sarah et Ivan étaient au passé à d'autres projets. L'opération Schröder n'était qu'une journée de travail de plus pour des gens spécialisés dans la résolution de problèmes. Et Nelson Schröder, son corps fut trouvé 3 mois après sa disparition dans une tombe peu profonde à l'extérieur de Mexico. Les autorités mexicaines conclurent à une violence de cartel, une autre victime dans une guerre sans fin. Clint ne ressentit rien en entendant la nouvelle, ni satisfaction, ni regret, juste la confirmation froide que la justice avait été rendue. Il s'assit sur son porche, nettoyant le Winchester de son père, regardant le soleil se coucher sur les montagnes Bitterroot. Le téléphone sonna. C'était Devon qui appelait pour partager des nouvelles sur sa première journée de retour au travail, ses élèves, sa vie revenant à la normale. « Je suis fier de toi, Fiston », dit Clint, et il le pensait. Après avoir raccroché, Clint s'accorda un moment de réflexion. 27 années comme opérateur fantôme lui avaient enseigné de nombreuses leçons, mais la plus importante était celle-ci. Les monstres étaient réels. Ils portèrent des costumes, exerçaient le droit, construisaient des empires sur le sang et la peur. Ils croyaient que l'argent et les connexions les rendaient intouchables. Mais les monstres pouvaient être arrêtés par quelqu'un prêt à devenir un monstre lui-même. Temporairement, pour protéger les innocents, par quelqu'un qui comprenait que parfois la vraie justice existait en dehors des tribunaux et des codes légaux. Les frères Schröder avaient pensé donner une leçon de respect à Devon Randall. Au lieu de ça, ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes. Certains pères brûleraient le paradis et l'enfer pour leurs enfants. Certains pères étaient des fantômes qui pouvaient surgir des ombres et détruire tout ce que vous aviez construit, tout ce que vous étiez, tout ce que vous seriez jamais, et certaines leçons étaient écrites dans le sang. Clint finit de nettoyer son fusil, le rangea et rentra. La cabane était chaude, familière, sûre. Demain, il appellerait à nouveau Devon. Peut-être planifierait une visite. La vie continuerait, le monde tournerait, et quelque part dans l'obscurité, d'autres monstres surgiraient. Mais c'était le problème de demain. Ce soir, Clint Randall dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois, sachant que son fils était en sécurité, que la justice avait été rendue et que les fantômes de son passé avaient été mis à bon usage une dernière fois. L'histoire se terminait comme toutes les bonnes histoires devraient le faire, avec le héros victorieux, les méchants punis, et la promesse que le mal, peu importe à quel point il se croit puissant, peut toujours être vaincu par quelqu'un prêt à en payer le prix. Et Clint Randall avait toujours été prêt à payer. C'est ici que notre histoire s'achève.